la préparation de ce cours, c'était un peu un hasard de ma carrière d'enseignante. Et là, j'étais absolument effarée de découvrir cette réalité, de découvrir sa violence, disons, incommensurable, de découvrir la réalité de cette économie atlantique, et puis effarée d'être effarée. C'est-à-dire que, voilà, moi je pense que à cette époque, j'étais, disons, quelqu'un de cultivé, qui s'intéressait, était soucieuse, disons, des questions d'injustice, d'inégalité, etc. Et donc, comment ça se fait que je découvrais à presque 40 ans la réalité de cette histoire atlantique? Il y avait quelque chose de littéralement effarant dans cette possibilité même d'ignorer, même pour une historienne professionnelle, la teneur, disons, de cette violence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission En Esprit. En Esprit est une émission du média Parole d'Honneur, qui est un média décolonial autonome issu de l'antiracisme. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez soutenir financièrement ce média, puisque l'autonomie repose aussi sur des enjeux matériels. Pour cette première émission, je reçois Aurélia Michel, qui est historienne à l'université Paris Diderot, donc maîtresse de conférence à Paris Diderot, et qui publie Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial, aux éditions du Seuil. Donc Aurélia, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, dès le début de ton livre, tu réaffirmes l'existence de la race comme une existence, comme une réalité sociale et politique. Et tu écris qu'il y a eu quand même des progrès dans la reconnaissance, par exemple, et l'importance de l'esclavage, mais qu'il y a toujours des difficultés dans la connexion en fait, entre cette reconnaissance et le présent. Alors, ma première question, c'est que, donc, comme je disais en préambule, tu es historienne et tu travailles notamment beaucoup sur l'Amérique latine, notamment sur la question de l'urbanisation en Amérique latine. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te pencher sur la question raciale, je dirais, et sur sa persistance? Et une question, du coup, qui suit, c'est quel est l'intérêt d'une analyse historique de la question raciale? Oui, parce qu'en effet, moi, c'est pas mon champ de spécialité. Je suis historienne de l'Amérique latine et mon parcours, c'est qu'en fait, j'ai plutôt travaillé sur l'histoire du Mexique contemporain depuis le début de ma carrière. Et en fait, c'est à l'occasion d'un cours que j'ai dû préparer sur l'histoire des Amériques noires, disons à la fin des années 2000, que je suis en fait littéralement tombée sur cette question historique qui est la question de la traite atlantique et de l'économie atlantique donc au XVIIe et XVIIIe siècle. Et donc la préparation de ce cours, c'était un peu un hasard de ma carrière d'enseignante. Et là, j'étais absolument effarée de découvrir cette réalité, de découvrir sa violence, disons, incommensurable, de découvrir la réalité de cette économie atlantique, et puis effarée d'être effarée. C'est-à-dire que, voilà, moi je pense que à cette époque, j'étais, disons, quelqu'un de cultivé, qui s'intéressait, était soucieuse, disons, des questions d'injustice, d'inégalité, etc. Et donc, comment ça se fait que je découvrais à presque 40 ans la réalité de cette histoire atlantique? Il y avait quelque chose de littéralement effarant dans cette possibilité même d'ignorer, même pour une historienne professionnelle, la teneur, disons, de cette violence. Alors même que, je l'ai vérifié quand j'ai préparé ce cours, les informations sont absolument disponibles. Il y a une quantité de manuels, d'ouvrages, de données,
voilà, c'est absolument pas compliqué d'accéder à cette information. Et donc, c'était en fait le constat d'un paradoxe entre une information très disponible, accessible dans n'importe quelle bibliothèque, et puis en fait notre aveuglement, voire notre déni à considérer cette histoire. Et c'est à partir de ce paradoxe que le projet du livre a commencé. C'est qu'au fond, entre les informations disponibles et la façon dont on peut comprendre cette histoire, et notamment sa centralité dans nos sociétés actuelles, voilà, d'une certaine manière, il manquait pour moi un récit qui soit audible, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, pour connecter, disons, voilà, à la fois notre ignorance et cette surabondance d'informations sur la question. Alors maintenant, la question de l'histoire, enfin de l'intérêt de la discipline historique, bon, c'est ma profession, c'est mon approche, donc je vais défendre aussi l'intérêt de cette approche. Il se situe sur plusieurs points. D'abord, l'idée que si la race existe, donc ça c'est certain, existe comme construction sociale, faisant partie de nos interactions sociales, de notre réalité, son approche historique, c'est l'hypothèse aussi, enfin le postulat plutôt, que c'est un objet historique. Et donc un objet historique, ça veut dire qui à un moment est apparu, qui a sa trajectoire, et puis qui un jour, on l'espère, disparaîtra. Et donc ça, c'est un postulat qui est très important pour moi, c'est d'en faire non pas quelque chose qui serait, voilà, qui existerait en soi comme un concept, comme une idée qui se baladerait et qu'il faudrait chasser ou réprimer, mais comme voilà, un construit historique avec sa trajectoire, y compris de fin. D'autre part, je rappelle que l'histoire, c'est une science sociale, donc parmi d'autres sciences sociales qui peuvent apporter un éclairage sur la race. Sa spécificité, c'est justement d'être une science du singulier. C'est une science de la trajectoire, de la séquence qui va caractériser telle ou telle société de façon unique et singulière. Et donc, souvent, quand j'ai eu ces discussions pour aborder la race, l'expliquer, etc., j'ai eu souvent cette réaction, oui, mais au fond, ce que vous décrivez, eh ben, ça existe dans toutes les sociétés de tous les temps, c'est la haine de l'autre, c'est l'agressivité, c'est la violence, etc. Et c'est vrai, ça, ce sont disons, des pulsions ou des réalités qu'on peut retrouver dans n'importe quelle société et qui sont voilà, presque le fait de l'humanité. Par contre, chaque société détermine comment cette violence, cette agressivité est régulée, est instituée, et parfois instrumentalisée, etc. À chaque société, son système de domination. Eh bien, on peut dire que la race, c'est le système de domination qui caractérise le monde occidental, c'est-à-dire le monde européen depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce que je trouvais assez pertinent, en fait, dès le début du livre, c'est que déjà il y a une tentative de saisir l'esclavage en tant qu'institution pour saisir justement la spécificité de l'esclavage colonial. Et donc pour ça, tu t'appuies notamment sur les travaux de Claude Meilhassou. Dans le chapitre introductif du livre, tu t'appuies notamment sur l'idée qui fait de l'esclave un non-parent, pour reprendre le terme. Et d'une part, est-ce que tu pourrais revenir sur l'intérêt en fait qu'il y a à saisir l'esclave comme un non-parent, et aussi, de manière plus générale, l'apport de Meilhassou et de l'anthropologie de Meilhassou pour l'historienne que tu es? Alors, pour moi, cette définition de l'esclavage, en fait, que propose Meilhassou, c'est la clé qui m'a permis voilà, de suivre un fil, disons, d'une intrigue de la race qui serait une intrigue historique. Alors, je rappelle peut-être rapidement que cette définition que tu évoquais, effectivement, à partir de la parenté, hein, et c'est pour ça que c'est une définition anthropologique.
Alors, Meillassoux, c'est donc quand même un anthropologue spécialiste des sociétés ouest-africaines qui travaille donc, qui s'est interrogé sur cette catégorie de l'esclave et qui a réussi à donner cette définition qui s'applique en réalité à n'importe quelle société qui emploie des esclaves, n'importe quelle société esclavagiste. C'est qu'effectivement, l'esclave, c'est celui qui ne peut pas être parent, c'est-à-dire qui ne participe pas à la parenté et ainsi qui ne peut pas transmettre les attributs du parent, c'est-à-dire celui qui va être membre du groupe. Hein, ça peut pas être, il ne peut pas transmettre le fait de transmettre la parenté. Si on l'applique à nos sociétés, ça voudrait dire qu'il ne peut pas transmettre la citoyenneté, par exemple. Et en fait, cette exclusion, qui est une exclusion radicale, c'est une espèce de rupture en humanité qui est fondamentale et qui permet en fait l'esclavage, qui permet l'appropriation du travail, qui permet l'appropriation des corps, l'exploitation, etc. Et c'est ce préalable-là qui est tout à fait important et qui est porté par l'institution de l'esclavage. Donc l'esclave, c'est plus que le non-parent, c'est l'anti-parent, puisque, d'ailleurs, à la différence de l'étranger, qui aurait un autre statut, parce que lui, éventuellement, peut devenir parent, c'est l'anti-parent qui, au fond, juste détermine aussi la définition du parent, du citoyen, du membre du groupe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de couple, et on le voit très bien par exemple dans l'Antiquité grecque, un couple entre le citoyen et l'esclave, l'un définissant l'autre, par opposition. Et c'était tout à fait le cas pour les sociétés européennes, et voilà la figure du nègre qui va se développer dans l'économie actuelle. Alors, pourquoi c'est très important cette définition? C'est que, en fait, ce que fait Meillassoux, il évoque une distinction, une dissociation à travers le procédé de l'esclavage, en fait, entre les producteurs et les reproducteurs. Alors, les parents, c'est les reproducteurs, c'est ceux qui donc, peuvent transmettre l'attribut de la citoyenneté, et les producteurs, ils ne font que produire. Ils sont exclus donc de ce dispositif de la parenté. Et ce décrochage, eh bien, c'est ce qui rend en fait possible l'accumulation du travail, de la production, voilà, c'est ce qui permet de concentrer le travail, de le déplacer, de le diversifier, etc. Et de le faire de manière presque illimitée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, par exemple, de compter sur le rythme démographique, la structure des sociétés pour produire, reproduire de la main-d'œuvre, de la force de travail. Voilà. On peut s'approvisionner ailleurs, sur un marché, par la guerre, etc. Et cette distinction, en fait, fait que l'esclavage fait partie quasiment de tous les dispositifs d'empire. C'est-à-dire le principe même de l'expansion rapide qui est permis par le fait qu'on ne compte pas sur le renouvellement des générations, mais bien sur une main-d'œuvre qui est extérieure et qui est disponible. Dans le travail de Meillassoux, justement, donc anthropologie de l'esclavage, il revient sur la fin de l'esclavage en Afrique occidentale française et le fait que la dissolution de l'esclavage n'a pas mécaniquement entraîné la dissolution de l'asservissement, de l'aliénation, des préjugés en fait qui étaient attachés à l'esclavage. Et de manière générale, il y a eu d'autres travaux qui ont montré la persistance en fait d'attributs liés à l'esclavage après la fin de l'esclavage. Je pense notamment aux travaux de l'historien américain David Rudiger qui s'intéresse à la manière dont la race en fait a survécu à travers l'histoire des États-Unis. À mon sens, et c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans ton livre, et je pense que c'est un point assez intéressant puisque ça permet de discuter en fait de la co-constitution des rapports raciaux et des rapports de classe. Et
et ça soulève une question politique essentielle, en fait, qui est que certains groupes ont parfois pu, de manière schématique, accuser eh bien, les antiracistes, en fait, ou les personnes luttant contre le racisme de diviser la classe ouvrière, mais même si c'est une accusation qui a souvent été portée de manière voilà, très schématique, on ne peut pas nier que, objectivement, la race, en fait, divise le prolétariat, en fait. Mais dans le même temps, on ne peut pas non plus nier qu'il y a quand même une sorte d'attache structurelle entre la condition des prolétaires blancs et celle des non-blancs. Alors, il y a cette fameuse phrase de Marx dans Le Capital qui est souvent citée. Donc, le travail sous peau blanc ne peut pas s'émanciper là où le travail sous peau noire est stigmatisé et flétri. Et j'aimerais savoir comment tu comprends cette phrase et comment tu vois le rapport entre l'exploitation des Noirs mis en esclavage et celle des prolétaires blancs européens ou américains, puis de manière générale, en fait, le croisement entre divers types de domination ou d'exploitation. Oui, ça c'est une question qui est extrêmement importante, en effet. Et alors, déjà pour préciser, peut-être aussi me distinguer par rapport à une bibliographie sur ce thème, c'est que effectivement, l'idée principale du livre pour expliquer la race, c'est sa continuité, c'est son articulation avec l'esclavage. Mais avec l'idée que la race est au fond le résultat de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que la race ne précède pas l'esclavage ni ne l'accompagne. C'est dès lors que l'esclavage disparaît comme institution que la race apparaît, prend le relais et prend en charge justement ces fonctions qui étaient celles définies par Meillassoux, c'est-à-dire cette exclusion radicale de l'humanité pour l'appropriation du travail, des corps, etc. Donc, voilà, déjà, je crois que la question de la race, elle apparaît en même temps que la question du prolétariat. Enfin, voilà, ça, c'est un premier point. Et surtout, réfléchir à la race, ça permet précisément de mettre en évidence de quoi est fait l'exploitation du prolétariat. Si on considère que l'institution de l'esclavage est un procédé, disons, par lequel on libère le travail. On libère le travail parce qu'on libère le travail d'un individu de tous les liens sociaux auxquels il était attaché, sa communauté, la réciprocité dans laquelle cet individu est engagé, etc. Eh bien, grâce à l'esclavage, au fond, cet individu n'a d'autre fonction, n'a d'autre raison d'être que son travail ou que son exploitation. Et cette idée, eh bien, elle accompagne parfaitement l'évolution de la pensée économique sur le libéralisme et sur la modernité économique. Alors, justement, quand au bout de 2 siècles ou 1 siècle et demi, disons, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, qui est en tout cas l'extrême violence de la société esclavagiste, les Européens et les Américains, disons, ont dû envisager la fin de l'esclavage parce que ce n'était pas un système tenable sur le plan économique et social. Eh bien, ce n'est pas pour autant que la nécessité de ce travail libre a disparu. Au contraire, on n'a fait que, au contraire, étendre ce dispositif. Et donc, la réflexion de l'économie moderne et de l'économie libérale à la fin du XVIIIe, c'est en fait comment continuer ce travail, mais sans la traite esclavagiste. Parce que c'est ça, au fond, qui est très cher, qui pose plein de problèmes, etc. Eh bien, l'idée, entre guillemets, miracle, proposée par plusieurs penseurs, c'est de dire, en fait, il nous faudrait une main-d'œuvre, non pas qui soit fournie par le marché, mais qui se reproduise toute seule. Et c'est bien le sens du mot prolétaire, c'est qu'on attend finalement de cette main-d'œuvre qu'au moins elle se projette dans un avenir, dans une nécessité qui est celle de nourrir ses enfants, sa famille, etc. Et donc finalement, une main-d'œuvre qui va s'auto-contraindre en partie, ce que, voilà, en tout cas une partie va prendre à sa charge une partie de la contrainte.
Alors que dans l'esclavage, la contrainte est absolument exercée par l'extérieur, par le fouet, par l'organisation du travail contraint esclave. Et donc c'est un petit peu cette idée de remplacer le travail libre, les travailleurs libres, enfin de remplacer les esclaves plutôt par les travailleurs libres, ben c'est des travailleurs qui vont voilà, s'auto-reproduire, prendre en charge cette contrainte, s'autodiscipliner, etc. Et c'est à ce moment-là que l'idée du travailleur blanc apparaît et qu'il constitue une alternative, notamment dans les régions de plantation. Hein, on imagine faire venir des travailleurs blancs d'Europe pour remplacer les esclaves desquels on ne pourra rien tirer puisqu'ils sont voilà, définitivement pervertis par l'institution esclavagiste. Et donc l'intérêt de cette perspective, c'est de montrer la très très grande continuité en réalité de l'esclavage jusqu'au fond au salariat du XIXe siècle. Et d'ailleurs, il y a plein de transitions, il y a plein de formes de travail intermédiaires qui montrent cette continuité. Le travail des engagés, par exemple, qui a pris le relais aussi de l'esclavage tout au long du XIXe siècle. Les engagés, ce sont des travailleurs contraints, ce sont en quelque sorte des esclaves en CDD, hein, qui ont une durée limitée, mais enfin, le principe du travail esclave est maintenu dans ces dispositifs du travail engagé. Et donc, c'est une autre façon de considérer le travail esclave, non pas en opposition au travail libre, mais comme son prédécesseur, et au fond, une approche commune. Alors, ce qui va différencier ensuite donc, les travailleurs blancs des autres, c'est justement qu'ils constituent une main-d'œuvre dont on attend qu'elle se reproduise. Et si on attend qu'elle se reproduise, il faut d'une certaine manière lui concéder une sorte de parenté, hein, une sorte de possibilité de se projeter dans une famille avec une descendance, avec un rôle voilà, dans la parenté, voire un rôle dans la nation, puisque ça sera aussi le cadre du développement, de la reproduction de la main-d'œuvre. Et donc, cette pseudo-parenté ou parenté partielle fait effectivement, enfin les place effectivement dans une situation un peu préférable, disons, à celle des esclaves. Et effectivement, il y a toute une série de nuances entre les colons qu'on va faire venir, déplacer, faire occuper un espace, etc. La main-d'œuvre blanche européenne qu'on va attirer dans telle ou telle ville, au gré enfin, selon les besoins de la production. Et ces nuances-là, précisément, c'est la race qui les organise. C'est la race qui classe, qui nuance, qui distingue ceux qui vont être déplacés, ceux qui vont s'installer, ceux qui vont occuper, ceux qui vont produire, ceux qui vont voilà, mourir rapidement, enfin produire très rapidement et disparaître, etc. Et ce classement-là, c'est justement la race qui est bien plus subtile au fond que l'institution d'esclavage qui est assez binaire, enfin, qui polarise le libre et le non. Et dans la même optique, en fait, puisque tu mentionnais en fait le besoin de reproduction, j'aurais bien aimé savoir comment tu perçois en fait la constitution, je dirais, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais on va dire la constitution genrée de la race, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas à la fois, on n'est pas une femme et noire, mais on est une femme noire, c'est-à-dire que c'est une co-constitution là également. Alors, déjà, de la même manière que, disons, que la race ou, disons, l'institution de l'esclavage est d'une certaine manière la mère de toutes les aliénations, ou précède toutes les aliénations, je pourrais dire que dans le cadre de l'esclavage, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre, d'abord parce qu'il n'y a pas de fonction reproductive, et puis parce que, voilà, oui, enfin tout simplement pour cette raison. Par exemple, j'ai trouvé dans les sources qui m'ont aidé à construire le livre, il y a une historienne qui note une expression, qui est Arlette Gauthier, qui note une expression dans les Antilles, c'est « engrosser un nègre ». Donc, ça veut dire qu'effectivement, il s'agit d'un individu féminin, mais on ne lui attribue même pas le féminin dans l'expression.
Et donc, effectivement, dans le cadre de l'esclavage, il n'y a pas tellement de nécessité du genre. Et précisément, quand, dans cette transition donc, de l'esclavage à la race, c'est à ce moment-là que on distingue, on invente en fait cette figure du blanc, on y reviendra peut-être, et dans cette invention du blanc, et bien tout d'un coup, la femme blanche a un rôle bien spécifique qui est la reproduction du blanc. Et c'est à ce moment-là qu'elle va être assignée à un genre, à des fonctions reproductrices, avec des contraintes qui sont spécifiques à ce stade. Donc, effectivement, pour moi, historiquement, en tout cas, il y a un enchaînement qui fait que je ne peux pas les mettre ensemble. Justement, tu mentionnais en fait cette invention du blanc, et dans ton livre, tu utilises deux expressions. La première, c'est la fiction du nègre. En gros, d'ailleurs, je te cite dans le livre, donc c'est « En l'appelant nègre, le blanc procède à une fiction, et cette fiction est devenue son essence ». Et tu parles aussi de la fiction du blanc, c'est-à-dire que la naturalisation en fait, du pouvoir blanc relèverait d'une fiction. Alors, j'aurais bien aimé justement que tu reviennes sur ce terme de fiction, en fait. En gros, d'une part, saisir en fait de quoi on parle quand on parle de la fiction du nègre, et aussi la fiction du blanc, et éventuellement le rapport historique qui peut exister entre les deux. Oui, alors, la fiction du nègre, en fait, c'est le mot lui-même qui est une opération de fiction. On pourrait par exemple distinguer le terme nègre du terme esclave. Parce qu'effectivement, le nègre, c'est un mot qui désigne les esclaves dans l'économie atlantique, donc à partir de la fin du XVIe siècle, des Africains qui sont vendus comme esclaves aux Amériques. Et c'est à ce moment-là que le mot désigne précisément les esclaves. Et de cette association entre Africains et esclaves, qui est exprimée dans le mot nègre, il y aura ensuite, comme effet rebours, en fait, une façon de désigner les Noirs d'Afrique, qui vont, en deuxième temps, constituer le pays, enfin exister comme le pays ou l'endroit d'où on exporte les nègres. Donc le mot nègre en fait signifie esclave. Et en même temps, il ne fait pas que le signifier, il le déborde, il déborde le terme d'esclave. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette économie atlantique, qui est donc celle des zones de plantation, où le travail est intensif, où les sociétés sont... Enfin, les populations sont entièrement organisées dans ce régime de la violence, de la contrainte, puisque par exemple dans les îles antillaises, la population est à 90% esclave. Eh bien, dans cette région, dans ce laps de temps aussi finalement assez court qui va du milieu du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe, eh bien, l'institution de l'esclavage elle-même, elle est bouleversée, elle est fragilisée, elle est chahutée, disons, parce que les rythmes de la traite sont extrêmement intenses, il y a une augmentation de la population qui, justement, ne suit pas les rythmes démographiques, qui est bien plus rapide, et qui, dans un contexte où les relations sociales sont entièrement traversées par la violence, et des violences vraiment extrêmes. Je crois que, voilà, on a du mal à s'imaginer le degré de violence dans les relations. Et donc, ce qui se passe très rapidement, c'est que, eh bien, les nègres sont les esclaves, donc, mais il y a aussi, par exemple, le viol des maîtres sur leurs esclaves, des enfants de maîtres, qui sont des enfants esclaves, des métis, donc. Il y a peut-être des maîtres qui s'attachent à certains esclaves, il y a peut-être des histoires d'amour, on ne sait pas, enfin, on peut tout imaginer. Il y a l'humain, disons, qui malgré tout existe. Et donc, assez rapidement, on a des situations compliquées, en fait, des désordres, voilà.
Est-ce que, par exemple, cet enfant est le fils du maître? Est-ce qu'il est tout à fait nègre? Est-ce qu'il est tout à fait esclave? Est-ce que cette personne qui se trouve être mon oncle biologique, est-ce que je dois m'adresser à lui comme à un ancien? Ou est-ce que c'est un esclave? Donc, en fait, l'ordre esclavagiste, il est très vite mis en question par cette société. Et donc, le nègre, c'est à ce moment-là une façon de renvoyer en permanence les individus à leur statut d'esclave. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose d'actif. C'est un procédé permanent, et ce procédé, il repose sur la violence et sur le fait, voilà, de perpétrer une violence sur un individu. C'est le coup de fouet, c'est l'acte de torture, c'est l'insulte, c'est la perversion sur la torture mentale que les colons et leurs familles, et ceux qui sont du côté, disons, des esclavagistes, opèrent en permanence sur tous ceux qui pourraient menacer, qui pourraient mettre en doute, au fond, leur statut d'esclave et les rapports de domination qui y sont associés. Et donc, la fiction nègre, c'est bien le fait de dire « je sais que tu es humain, je sais que tu es mon frère, mon neveu, ma fille, mais je te fais nègre. Je te refais nègre à nouveau par la violence, par le fouet, par l'insulte, etc. » Et donc, il y a besoin de cette fiction parce qu'il y a aussi, évidemment, la conviction que c'est une fiction, sinon elle ne serait pas nécessaire. C'est parce qu'on sait que le nègre est humain qu'il faut le faire nègre à nouveau et que seule la violence peut le faire nègre à nouveau. Avec le problème aussi infernal qui est que celui qui exerce la violence, le bourreau, eh bien, il est aussi prisonnier de ce cycle de violence. Parce que si jamais il cesse, il est renvoyé à la partie de lui intime qui est en train d'hurler devant cette violence perpétrée. Et il n'y a pas meilleur moyen que d'asséner une nouvelle violence pour montrer que ce système est justifié et qu'il est dans sa raison. Et donc ce cycle de violence, c'est ça la fiction nègre. Et justement, en gros, quand tu évoques, plus tard dans le livre la fiction du blanc, ça m'a fait penser aux Whiteness Studies américaines, donc aux études sur la blanchité en fait. Et alors, j'aurais bien aimé connaître ton sentiment, d'une part sur sur la question même de la fiction du blanc, mais de l'intérêt même d'étudier la blanchité en fait. C'est-à-dire que finalement, étudier la question raciale, très souvent, c'est ne pas étudier les blancs, puisque les blancs ne sont pas considérés comme, on va dire, racisés. Donc j'aurais bien aimé déjà savoir, est-ce que c'est des choses ou des études que tu trouves historiquement pertinentes en tant qu'historienne, les études sur la blanchité. Donc je citais David Rudiger tout à l'heure, qui est à mon sens peut-être l'un des noms les plus connus, mais même Rudiger, il expliquait que lui-même s'est inspiré d'auteurs et d'autrices noirs en fait, que c'est pas les blancs qui ont inventé les études sur la blanchité en fait. À mon sens, la race, si on considère que c'est un procédé et non pas un attribut des personnes, enfin, il n'est pas associé aux personnes, ce procédé, il est beaucoup plus efficace de le regarder par ceux qui le produisent, et en général ils sont blancs, plutôt que sur ses effets. Enfin, disons que dans l'analyse, en tout cas, c'est assez efficace de le faire comme ça. Donc moi, je considère effectivement que l'histoire de la race, ça regarde les blancs. Ça regarde au sens propre, voilà, on tourne la caméra vers eux. Alors, donc maintenant, il reste à savoir qu'est-ce que c'est être blanc. Qu'est-ce que c'est effectivement une question qui nous fait beaucoup avancer. Justement, on le voit très bien dans le contexte colonial antillais,
le blanc, la figure du blanc, apparaît précisément à l'issue de cette séquence atlantique esclavagiste avec cette traite très importante, apparaît au moment où le système implose et où on se dirige vers l'abolition de l'esclavage. Et le système va imploser notamment parce qu'il percute au fond avec cette séquence des révolutions démocratiques, que ce soit la Révolution française ou la Révolution, ou disons l'indépendance des États-Unis, qui, dans les deux cas, repose sur une idée très forte qui est la proclamation de l'égalité. L'égalité des citoyens et l'égalité des hommes, c'est-à-dire de l'humain. Voilà. Et la proclamation de cette égalité, elle se fait dans deux contextes absolument esclavagistes, que ce soit les États-Unis ou la France, c'est les deux grandes puissances esclavagistes, on peut ajouter l'Angleterre, mais voilà. Donc, il y a très rapidement quelque chose à résoudre de ce point de vue-là. Comment on peut à la fois créer un nouveau système où il y aurait une égalité naturelle qui serait faite loi, alors que on vit dans ce climat de violence où en fait le nègre justement est en permanence déchu de son humanité. Eh bien c'est à ce moment-là qu'on invente le blanc. Enfin, on invente. Le blanc comme catégorie apparaît dans les sources, apparaît presque rapidement ensuite comme catégorie juridique, dans certains, notamment en France, dans l'application du Code civil aux colonies en 1805. Et donc, ce blanc, évidemment, il ne se comprend qu'en regard de la figure du nègre, c'est-à-dire le blanc est celui qui n'est pas nègre, et celui qui est surtout le citoyen, celui celui qui pourra être à égalité, celui qui pourra bénéficier de la liberté. Et ce qui est très puissant dans cette fiction du blanc, c'est qu'en fond, elle détourne le message révolutionnaire et le principe révolutionnaire en réservant l'égalité à un groupe en fait qu'on ne peut pas définir autrement que par le biologique. C'est-à-dire que comment on fait pour être blanc? Eh bien, il faut être enfant de blanc. Voilà. Et donc là, il n'y a pas besoin. Qu'on mette le mot ou qu'on ne mette pas le mot, il y a une nouvelle catégorie qui n'est pas tout à fait expliquée, mais qui va, qui en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui blanc, et ça date de cette époque. Justement, pour rebondir sur les blancs, en lisant le livre, j'ai pensé à un autre ouvrage de l'historien américain Theodore Allen, qui a écrit un livre sur l'invention de la race blanche. Et lui, en gros, il explique que quand les premiers Africains ils sont arrivés, quand ils ont été emmenés en Amérique, il n'y avait pas de blanc au sens de réalité sociale. C'est-à-dire que pour lui, la race blanche a été produite par la suite. C'est ce que tu disais tout à l'heure et qui est aussi écrit dans le livre, le fait que la question raciale ne précède pas l'esclavage, que ce n'est pas la question raciale qui amène l'esclavage. Mais du coup, ça me fait, pour aussi évoquer des questions contemporaines, j'aurais bien aimé avoir ton sentiment sur en fait l'application du concept de racisme à des systèmes de domination qui ne touchent pas forcément des personnes qui sont non blanches de peau. C'est-à-dire que, historiquement, bien évidemment, on peut penser aux Juifs, on peut penser aux Irlandais au XIXe siècle dans une certaine mesure. Aujourd'hui, on peut penser aux musulmans ou aux supposés musulmans en tout cas, qui ont parfois la peau blanche. En fait, le fait que la fiction blanche concerne surtout ceux qui adhèrent à cette fiction et qu'on peut tout à fait être exclu de cette fiction blanche tout en ayant biologiquement la peau blanche.
mais du coup, ça pose une question, et c'est la question que je te pose. Est-ce que on peut parler, enfin c'est une question un peu naïve, mais est-ce qu'on peut parler de racisme lorsqu'il s'agit de systèmes de domination qui s'appuient sur des marqueurs voilà, religieux, culturels, ou sur des statuts comme le statut de colonisé par exemple. Est-ce que d'une part tu adhères à cette définition un peu plus large du racisme, ou alors est-ce que tu vois des limites, pas uniquement aujourd'hui, mais même d'un point de vue historique? Alors, j'adhère complètement à cette définition large de la race, parce que je considère justement que la race est d'abord un procédé qui poursuit, disons, le procédé d'exclusion qui était assuré par l'institution de l'esclavage, et que finalement, la race au XIXe siècle construit des catégories dans l'ordre colonial. Le travailleur engagé, l'esclave, l'indigène, le colon, etc. Et finalement classe les populations, non pas en fonction de leur couleur de peau, mais du rôle qu'ils ont dans cette production coloniale et dans cet empire, y compris en métropole d'ailleurs. Donc effectivement, on trouve plein de cas d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, tu parlais des Irlandais qui n'étaient pas blancs, mais par exemple dans les plantations d'Hawaï, on trouve qui classent ces travailleurs en fonction des catégories raciales. On trouve cette catégorie portugais, caucasien, mais pas blanc. Alors ça dit tout. Ça veut dire qu'ils ont peut-être la peau blanche, ils ont peut-être voilà, le faciès du blanc, mais ils n'ont pas la catégorie ni sociale, ni de travail, ni de production du blanc. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas là de question de couleur de peau ou de quelque autre attribut. C'est pourquoi, évidemment, ce procédé de la race, qui est une espèce de procédé d'exclusion, presque inconscient, il peut s'appliquer à n'importe quelle population, à n'importe quel individu qui, à un certain moment, permet ou justifie cette exclusion, enfin justifie, disons, dans le système de domination. Donc, effectivement, pour le ramener à des questions actuelles, il est évident qu'aujourd'hui, on peut tout à fait faire appel à ce procédé de la race en invoquant un critère religieux. Ça paraît assez évident, même si peut-être ce qui touche aujourd'hui l'islamophobie peut-être a plusieurs échos, il n'y a pas forcément que la race, hein. Ça peut évoquer d'autres choses. En tout cas, évidemment, on voit très bien comment une religion, un accent, ou tout autre attribut voilà, dans le contexte particulier, on aurait décidé que ça permettrait en tout cas d'exclure, d'opérer cette faille en humanité qui se fait comme ça de façon très inconsciente en fait. Et ça, c'est ça la race. Et justement, parce qu'on discute depuis tout à l'heure, notamment à partir du cas historique de l'esclavage, puisque bon, c'est quelque chose dont tu traites beaucoup dans ton livre, mais il y a un point que j'ai trouvé à la fois pertinent et en même temps peut-être un peu déroutant, et qui, à mon sens, intéressera les militants décoloniaux, c'est que tu traces une continuité depuis le bas Moyen-Âge jusqu'à ce qu'on pourrait appeler la modernité occidentale. Et ça, c'est assez intéressant, puisque dans de nombreuses discussions dans le champ décolonial, on va dire, eh bien, on a l'habitude de partir de 1492, et j'aurais bien aimé que tu reviennes là-dessus, et puis en quoi, pour parler un peu de manière un peu abrupte, en quoi c'est pertinent, pas juste historiquement, mais aussi pour les décoloniaux, de discuter de continuité de certaines dynamiques depuis le Moyen-Âge.
Ouais, ça me paraît très important parce que autant je partage globalement l'approche décoloniale qui consisterait à situer la modernité, disons, dans l'entreprise coloniale, hein, dans le projet colonial. Là-dessus, c'est d'ailleurs ce que je développe dans le livre. Mais par contre, je critiquerais, disons, sur le plan historique, cette analyse. Je pense que 1492 n'est pas le départ, enfin le moment de rupture de cette modernité. Hein. Il se passe évidemment des choses importantes en 1492, mais on a tout intérêt à placer cette date rupture dans une analyse plus large, plus profonde. Alors, ce qu'on peut remarquer tout simplement, c'est que les cadres de la dynamique européenne, d'expansion européenne, ils sont fixés, disons, au cours du XIe siècle, XIIe siècle, dans les modalités de la conquête, dans la justification de la violence, dans les modalités même de l'expansion et les modèles politiques de l'Europe. Et que finalement, ce qu'on appelle les croisades ou ce qu'on appelle aussi la reconquête de la péninsule ibérique, toutes ces guerres-là qui ont été des guerres qui ont permis l'élaboration des États européens en alliance avec la papauté, eh bien, ces dynamiques-là, elles se prolongent en fait très logiquement, en tout cas pour les acteurs contemporains du XVe, XVIe siècle, c'est juste la continuité. Et donc, la continuité qui les fait passer de Lisbonne à Séville, à Ceuta, à l'Afrique de l'Ouest, à Sao Tomé, aux Amériques, aux Indes, etc. Et donc, c'est intéressant parce que c'est l'idée qu'au fond, les Européens, les chrétiens, disons, ont vocation à une expansion illimitée, dans le respect de leur concurrence entre eux, c'est-à-dire que c'est cette forme particulière de l'État, l'État-nation, qui est une forme particulière de l'Empire européen, une multitude d'États qui seraient en rivalité, mais qu'il faut voir en fait comme un ensemble, c'est l'Empire européen. Et d'autre part, avec la particularité qui est le paradoxe même de l'Europe, c'est que cette expansion des Européens, c'est aussi dans le cadre de cette expansion que les Européens inventent le statut de libre, le statut de sujet libre, le statut qui sera celui de citoyen, en fondant de nouvelles villes, en créant des assemblées voilà, de nouveaux sujets qui vont être émancipés justement de la féodalité pour pouvoir créer une nouvelle ville, une nouvelle cité, avancer, etc. La colonisation, c'est aussi d'envoyer des paysans qui vont devenir des sujets, des citoyens. Donc plus l'Europe s'étend, plus ce statut de libre s'étend, et en même temps, plus les Européens font des esclaves, incorporent des esclaves déjà existants, enfin qui étaient déjà esclaves, ou en font de nouveaux. Et donc l'expansion, elle est double, et c'est exactement le paradoxe auquel on aboutit à la fin du XVIIIe, c'est-à-dire la proclamation d'une égalité et d'une liberté naturelle, et en même temps, à un moment où il n'y a jamais eu autant d'esclaves, de statuts de domination, de subalternes, etc. Et ce message double, paradoxal, il est propre à la dynamique européenne depuis bien avant 1492. Donc, bon, on l'aura compris, hein, donc, tout au long de l'entretien, c'est que l'un des intérêts, à mon sens, de ce livre, c'est qu'il mêle une réflexion historique en tout cas, il nous aide à partir d'une réflexion historique aussi à réfléchir à des enjeux politiques. Et c'est là-dessus que tu conclus le livre, et c'est là-dessus aussi qu'on va conclure l'émission, c'est le fait que tu dresses quelques propositions politiques. Et tu écris notamment qu'en finir avec la race pourrait devenir une proposition politique globale. Et donc, par là, tu entends évidemment qu'il faut, pour reprendre tes termes, il faut arracher à notre monde ce que nous appelons naturel,
Mais du coup, la question que j'aurais envie de te poser, c'est au-delà des propositions, d'une proposition politique globale, est-ce que en tant qu'historienne, comment dire, est-ce que la réflexion historique t'aide à penser aussi la question raciale, on va dire, d'un point de vue, on va dire, stratégique ou tactique, ou est-ce que, voilà, en tant qu'universitaire, tu préfères rester en dehors de ce genre de discussion, puisque pour en finir avec la race, il y a aussi du coup, une lutte antiraciste quoi, qui est nécessaire. Ben, ce que je constate dans cette analyse, enfin par mon travail d'historienne, c'est que cette période très importante donc, de la transition de l'esclavage vers la race, c'est le moment où tout se noue. Tout se noue parce que c'est le moment où on invente le blanc. Ce qui fait qu'on invente le blanc, on invente la femme blanche, j'entends. Et donc, ce que je disais tout à l'heure sur la contrainte qui pèse sur elle, etc. Mais c'est aussi un moment un peu de paroxysme du travail esclave où on va construire l'exploitation abusive des ressources naturelles, c'est-à-dire un certain rapport à la nature qui est tout à fait le prolongement de l'exploitation du corps de l'esclave. Donc, en fait, ce rapport de propriété qui est instauré par l'esclavage vis-à-vis du vivant, que ce soit les êtres vivants, enfin les humains, les animaux, les ressources, etc., il se fait dans un même mouvement. Et moi, je dirais que le procédé de l'esclavage, c'est-à-dire l'institution de l'esclavage, c'est la condition, c'est le préalable de tout ce mécanisme d'appropriation et d'aliénation. C'est pour ça que en finir avec la race, c'est en fait revenir sur ce qui fonde la race, c'est-à-dire le procédé de l'esclavage, et à ce moment-là, on dénoue tout en même temps. Et qu'est-ce qui s'est figé à la fin du XVIIIe, qui définit la race, qui définit le genre, qui définit notre rapport aux ressources naturelles? C'est l'idée que tout cela serait naturel. La race serait naturelle, le genre c'est naturel, la famille c'est naturel, la nation c'est naturel. Toutes ces idées-là se sont installées à ce moment-là comme des analogies de la nature. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut arracher cette idée du naturel, et notamment, je prends un exemple qui peut paraître provocant, mais c'est que, par exemple, la filiation biologique n'est pas une nécessité absolue, surtout pas dans notre société. Or, c'est justement à ce moment-là, fin 18e, qu'on a imaginé cette idée que, voilà, on transmet par exemple la citoyenneté ou par la filiation biologique et uniquement. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on questionne ça, hein, que ce soit par le mariage pour tous, enfin, la PMA, etc. On revient finalement à cet épisode de la fin 18e, début 19e, qui a figé dans une fiction de la nature l'ensemble de nos fondements anthropologiques, hein, de la parenté, de notre organisation profonde. Et cette organisation profonde qui a été redéfinie à ce moment-là par l'égalité, qui a bouleversé en fait un petit peu l'ordre existant. Et donc, j'en fais une traduction politique aussi, actuelle, parce que, en fait, pour moi, ce que je vois apparaître dans ce travail d'histoire, c'est que le combat contre la race est la mère de toutes les batailles, puisque c'est de ce procédé dont j'ai beaucoup parlé que sont possibles d'autres procédés. Et donc, l'injustice ou la violence qui est faite aujourd'hui par la race, c'est la première, c'est la première et la plus, c'est celle desquelles découlent les autres violences. Donc si on ne questionne pas ça, on peut pas, et on va rester dans des, disons presque des concurrences assez stériles entre différentes causes, etc. Mais c'est passé à côté en fait du mécanisme qui nous conduit aujourd'hui à défendre des causes, voilà, que ce soit sur le genre, sur la classe, etc. Eh bien, merci beaucoup Aurélia Michel. Du coup, je rappelle le titre de ton livre, donc Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur notre ordre racial, aux éditions du Seuil.
Je vous rappelle également que vous pouvez donc bien évidemment partager cette émission dans vos réseaux et ne pas hésiter à soutenir financièrement Parole d'honneur et l'autonomie de nos médias. À bientôt.